Terre des érudits. Terre des érudits. Le podcast de l'Institut français en Haïti. Dans le deuxième numéro de la série Les Lettres d'aujourd'hui, nous recevons Karl Pirec. Karl Pirec est né à Petit-Goâve, journaliste, critique littéraire, critique d'art et écrivain. Il a eu une formation académique en droit et en art et en littérature. Comme écrivain, il vient de publier quelques fois et puis toujours aux éditions Rupture et de collaborer comme critique d'art au catalogue de l'exposition Anomalie consacrée aux œuvres de Seller Jean Erard et de Nduka Koudoué Kouchou à la galerie Christophe Persson. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le deuxième numéro de la série Les Lettres d'aujourd'hui. Bonjour Karl Pirec. Bonjour Marcelin Rico. Vous êtes poète, vous venez de publier quelques fois et puis toujours, comme je viens de le mentionner au début de ce podcast, aux éditions Rupture. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours et de ce qui vous a poussé à écrire, à faire de la poésie? Bon, moi, j'ai toujours écrit du lieu de la mort, indirectement du lieu de la vie. J'ai le sentiment que tout s'écoule, que tout passe. Autant que le vent, les fleuves, les visages qu'on a rencontrés, les gens qu'on a aimés, les bêtes et les choses, et tout passe. J'ai toujours habité par le sentiment que la littérature pouvait changer la donne, pouvait faire en sorte que les gens restent et demeurent dans le cœur d'autres personnes qui vont venir après nous. Voilà, donc j'ai toujours écrit parce que la vie, c'est quelque chose de très fragile. Elle est poreuse. Je pense que écrire est une réponse par rapport à cette fragilité. Et du coup, j'ai pas d'autre façon d'habiter le monde en dehors de l'écriture. Vous êtes né à Petit-Goâve, vous aviez fait vos études à l'Université d'État d'Haïti, ici à Port-au-Prince, vous avez voyagé dans plusieurs villes. Et quels sont les moments ou les rencontres qui vous ont marqué en tant qu'écrivain, en tant que jeune qui écrit? Bon, déjà, Petit-Goâve a une tradition littéraire où il y a beaucoup de jeunes qui se rencontrent dans des clubs culturels. Il y avait une vie culturelle très intense, des troupes de théâtre. D'abord, il y a une très belle bibliothèque à Petit-Goâve. Dans la maison où j'ai grandi, il y a eu des livres. Et du coup, j'ai pu rencontrer très tôt des écrivains importants de la littérature haïtienne, mais quelques écrivains québécois et qui m'ont marqué. Je ne peux jamais oublier mes rencontres avec quelqu'un comme Dominique Batraville à Petit-Goâve, Lionel Trouillot, Dany Laferrière, et des gens plus proches de ma génération comme Adelson Elias, mais autres. Une première rencontre qui est marquante dans mon rapport à la littérature, c'est le salon familial. J'ai un frère qui avait pris l'habitude de poser sur les murs des poèmes qu'il a écrits, des poèmes de notre frère de la famille. J'aimais bien l'idée de faire des poèmes à la fois un élément que les autres pouvaient apprécier à leur juste valeur, mais en même temps comme un élément décoratif. Et du coup, j'ai toujours eu la sensation que les choses les plus intenses, les plus importantes du monde cachent parfois en elles-mêmes un côté ludique, un côté décoratif, entre la pesanteur et la légèreté, entre lourdeur et finesse. Moi, je pense que je ne peux pas écrire en dehors de ce va-et-vient entre les choses très sérieuses
et les choses très simples et très comiques en même temps. Un écrivain, c'est quelqu'un qui en même temps dit le monde dans ce qu'il a de plus triste et de plus loufoque également. Mais est-ce que parfois vous demandez pourquoi j'écris? Oui, oui. Quand je me demande pourquoi j'écris, la question entretient un rapport direct avec la réponse. Parce que c'est surtout dans un moment de grande concentration que je me pose à toutes ces questions. Pourquoi j'écris enfin? Ou du moins, après l'acte que je viens de poser. Je me pose souvent ces questions parce que pour moi, écrire, c'est une activité qui peut être joyeuse, mais en même temps qui peut faire de l'individu en tout cas un captif, parce que on se soumet à des idées, à des projets, alors que dehors il y a la vie vivante et vraie. On est là dans sa maison, dans sa chambre, à réfléchir. Moi, je pense qu'écrire, c'est quand même une mise en abîme du corps, une souffrance volontaire que l'écrivain s'impose. C'est une maladie. En même temps, écrire, c'est à la fois une maladie, et en même temps, le remède. Au fin de compte, je pense que tous les écrivains sont presque des malades mentaux. C'est une folie, une belle folie, on dirait. Cette folie-là, je l'assume. Elle donne quelques réponses à la beauté de la vie. Vous êtes un écrivain haïtien. D'abord, on écrit à partir de notre lieu d'enfance, les visages qui nous ont marqués, le paysage, la voix de notre pays, de notre peuple, la voix du monde aussi. Mais comment va la littérature haïtienne aujourd'hui? Ah non, mais le pays existe et existera encore et encore. Haïti est un pays extraordinaire, un pays qui peut générer des miracles. Je dis miracles. En fait, je crois qu'il existe un bon nombre d'écrivains haïtiens de ma génération directe qui commencent à sortir leur tête de l'eau, qui commencent à dessiner en tout cas une œuvre, Je connais quelqu'un comme Jevens Francin, quelqu'un comme Luis Bernard Henry, du Carmel Alcius et d'autres. Ce sont des gens que j'ai connus qui faisaient des croquis et maintenant qui commencent à publier des œuvres. Ça passe des croquis à des œuvres très bien dessinées, et au point qu'on peut se dire il y a de l'espoir, et on ne peut pas désespérer de l'avenir. La littérature haïtienne reste et demeure une littérature puissante. Moi, j'ai foi en cette littérature. Et
si ces gens-là n'existeraient pas, je pense que la littérature haïtienne existerait encore, puisque Haïti est un pays qui est bien vivant, et à chaque génération, il y a des pépites qui naissent, et, j'y vois un avenir. Mais la littérature haïtienne a toujours été une littérature engagée. On connaît l'engagement de Roumain, d'Alexis, Lionel Trouillot, Castra, etc., qui a même un vers célèbre, quand il dit Gendele m'rete m'sentim ta foute l'état en côte roche. Voyez-vous votre rôle d'écrivain comme un devoir de mémoire, de critique sociale? Moi, mon ambition en littérature, c'est de restituer les visages des gens que j'aime, que j'ai aimés, les moments qui, qui ont marqué une certaine génération, peut-être ma génération, euh, et de faire en sorte que ces moments soient considérés à l'avenir comme des instants privilégiés pris par la volonté, par le vouloir de l'histoire. J'ai dit volonté et vouloir, pour le dire un peu comme Schopenhauer. C'est-à-dire que ce moment qui lie tout ce qui a été avant nous et qui fait le lien entre tout ce qui a été et tout ce qui sera, je voudrais que ce moment soit palpable et compréhensible et, et, et qu'il permette aux gens, les gens de 2084 par exemple, de comprendre qu'est-ce que ça fait d'être un petit garçon de Petit Goâve dans les années 2000, dans les années 90, dans les années en, en, en 2020 et autres. Et qu'est-ce que ça fait d'être un jeune homme dans le monde à ce moment-là? Et une façon de dire que les histoires qui m'ont marqué à Petit Goâve font écho à tout ce qui se passe dans le monde. Je voudrais le situer d'un moment et que ça fasse écho, ça fasse écho à tout ce qui se raconte dans le monde et pour que les gens à l'avenir puissent voir plus clairement, comprendre mieux l'espèce humaine, hein, en quelque sorte. Et vous venez de publier quelquefois et puis toujours chez les éditions Rupture. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce recueil de poèmes et qu'est-ce que ça fait de voir son livre publié, de lire son propre livre? Bon, quelquefois et puis toujours, c'est un long poème. Hein. Je voulais, à travers ce livre, célébrer une figure féminine, célébrer la femme tout court, célébrer l'amour, mais pas n'importe lequel. Je suis un peu rimbaldien. Je crois que l'amour est à réinventer, le monde est à réinventer. C'est un amour qui est raconté, qui est dit, euh, euh, où un jeune homme dit sa flamme à une femme dont tout les sépare. Ils n'ont pas le même âge. En fait, la femme aurait pu être la grand-mère de la voix qui parle dans le poème. Ce ne sont pas des gens qui ont grandi dans le même milieu. Ils n'ont pas le même statut, tout les sépare. Alors qu'il y a un désir qui mène ce jeune homme vers cette personne dont tout les sépare, au point de dire dans le poème, l'âge n'est rien d'autre qu'un déficit syntaxe. Une façon de dire que moi, je crois que l'amour peut être vécu non pas à partir de la ressemblance, à partir de la ressemblance, à partir de l'identité. Donc,
toi et moi, nous avons grandi dans le même milieu, toi et moi, on a la même éducation, on est de la même génération, on peut s'aimer, on peut être ensemble. En même temps, le point de vue, toi et moi, nous sommes venus de deux foyers différents et on peut être ensemble. C'est un amour qui est vécu dans le livre à partir de la différence et non à partir de l'identité. C'est un éloge à cette figure féminine, en même temps c'est un éloge à la femme tout court, c'est un éloge de la poésie, en quelque sorte. On connaît le milieu culturel haïtien, il y a beaucoup de difficultés, les éditions n'ont pas assez de financement, il y a de problèmes d'archives dans la littérature haïtienne. Aujourd'hui, la Bibliothèque nationale d'Haïti est fermée à cause des attaques des gangs. Il y manque de formation pour les éditeurs, les jeunes éditeurs surtout. En tant que jeune écrivain, en tant que nouvelle voix de la littérature haïtienne, quels défis rencontrez-vous? Les défis sont énormes, Et il y a, les gens prennent une mauvaise habitude de dire que ce sont les difficultés qui, euh, qui font naître, en tout cas, en Haïti, les voix de nos littératures, les voix du cinéma, de la peinture. Je ne pense pas que les embûches soient des choses qui permettent de grandir. Au contraire, ça, euh, ce sont des éléments qui nous empêchent de grandir. Euh, Difficulté d'aller dans des bibliothèques. Focal est fermé, la Bibliothèque nationale aussi est fermée, d'autres bibliothèques elles sont fermées. Difficulté d'aller dans des espaces de rencontres qui ont existé à Port-au-Prince, dans différents quartiers. Difficulté de faire lire ces textes à ses pairs, difficulté de se rencontrer, et surtout dans un pays où les choses battent de l'aile, il est nécessaire de se rencontrer. On peut pas faire comme s'il y avait en tout cas une épidémie, tout le monde reste chez soi. Et puis rester chez soi aussi, c'est compliqué, pas d'électricité, euh, euh, il n'y a pas de bonne programmation à la télé. L'Internet nous rend fous avec des contenus pas pas très commodes. Et du coup, quand on est seul, voilà. Un écrivain aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est seul. Et, et moi, je pense que on doit aborder la littérature comme comme un pas de danse, hein. Et danser, c'est toujours mieux à deux, c'est toujours mieux à plusieurs. Euh, on a des difficultés de se concentrer, de faire œuvre qui vaille, parce que si on peut pas, et puis les jeunes n'ont pas de boulot, ce qui fait ils sont ils vivent de façon ils vivent chichement et ils peuvent pas écrire leurs livres et envoyer leurs manuscrits par la poste à un éditeur étranger. Et quand ils veulent publier un livre en Haïti, il y a des difficultés, il y a beaucoup de ressources qui manquent, des gens pour corriger les livres, des gens, des mentors. On n'arrive pas à trouver, on n'arrive pas. Il y a une crise de mentors en Haïti. Or, c'est très important quand on a des mentors qui peuvent nous aider à grandir. Et moi, je pense que toutes ces difficultés empêchent à ces jeunes d'aujourd'hui de faire les choses plus sérieusement. Ouais, je pense.
on a des problèmes de mentor, tout à fait. Mais en tout ça, les bibliothèques sont fermées. La majorité des bibliothèques sont fermées ici à Port-au-Prince. 80% de la capitale haïtienne est contrôlée par des gangs armés. On ne peut pas y aller en province aussi. Donc, comment devient-on poète dans ce contexte? Bon, comment devient-on poète? Il est de plus en plus difficile de devenir poète. Et sinon, nous sommes ça crée un pays où il y a beaucoup de poètes, et comme dit l'autre, et si peu de poésie. C'est-à-dire que comme les gens n'ont pas accès aux textes classiques, aux grands textes, les livres ne sont pas en circulation. Comment, en fait, on peut vouloir donner un livre à quelqu'un, on ne peut pas le rencontrer. On peut pas le rencontrer. La personne ne peut pas venir prendre le livre. Ça m'est arrivé. Je vais vous dire quelque chose qui est un peu alarmante. J'ai voulu donner une partie de la bibliothèque à plusieurs structures culturelles, et les gens ne peuvent pas recevoir les livres. Vous voyez? C'est-à-dire que ils peuvent pas recevoir les livres parce qu'ils sont en crise. Ils sont en crise et ils se préoccupent de l'idée, s'il y a quelque chose qui se passe, de déplacer en tout cas leur lieu, leur sens culturel, que de penser à recevoir des dons. Ils se disent, si je reçois ces livres et s'il y a quelque chose qui se passe, je devrais déménager. Les gens pensent toujours à déplacer, à partir. Nous sommes tous dans une instabilité chronique, et ce qui fait que les jeunes souffrent. Ils souffrent beaucoup de cette instabilité. Et sa littérature haïtienne, c'est nos arts, en tout cas, qui fait les frais. Merci beaucoup, Karl Pirek. Merci beaucoup, Marceline. C'est un plaisir. À bientôt.